Bienvenue dans ce 9e numéro de Startup de la saison. Comme d'habitude, nous sommes en direct. Je vous invite donc à poser toutes vos questions en direct à nos invités sous le chat Facebook en dessous de cette vidéo. Nous y répondrons tout au long de cette émission. Cet épisode va donner du baume au cœur à tous ceux qui pensent que le fait de ne pas avoir fait les bonnes études, de ne pas avoir choisi la bonne orientation, de ne pas avoir eu la bonne éducation leur empêche de créer une entreprise. Arrêtez de trouver des excuses, nous allons vous démontrer aujourd'hui que toutes les voies mènent à l'entrepreneuriat. La preuve en est avec nos deux invités prestigieux du jour. L'un est passé de clown à Allociné, l'autre est passé d'un CAP charcuterie à Bricorama. Voici nos deux entrepreneurs atypiques du jour. Grégoire Lassalle, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes, comme je le disais, le président directeur général du groupe Allociné. Oui. Leader des sites d'information sur l'actualité de cinéma en France. En quelques chiffres, 26 millions d'euros de chiffre d'affaires, 8 millions de visiteurs uniques par mois et 300 salariés dans le monde. À vos côtés, Jean-Claude Bourrelier, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président pour votre part de Bricorama, la célèbre enseigne de magasins de bricolage. En quelques chiffres, à peu près 1 milliard de chiffre d'affaires, 196 magasins en France et en Europe et environ 4500 salariés. Oui, bonjour. Alors messieurs, je voulais commencer cette émission par raconter un peu vos histoires qui sont, comme je l'ai dit, assez atypiques. Grégoire Lassalle, comme je le disais, vous avez commencé, vous, votre parcours par l'école du cirque. D'abord, j'ai été bébé, puis jeune homme, puis enfant, puis adolescent. J'ai quand même passé mon bac, donc brillant. Et effectivement, après, l'itinéraire que je me suis choisi, je voulais être comédien. Et donc, j'ai fait quelques années l'école du cirque. Puis après, j'ai monté une troupe de clowns. Et pendant 7 ans, effectivement, j'ai été clown dans toute l'Europe, dans le monde entier. Et donc, racontez-nous comment est-ce qu'on passe de clown jusqu'à l'histoire de Allociné. Par hasard. Ouais. Par hasard, j'essaie de ne pas en rajouter parce qu'à chaque fois, on croit que je fabule. Mais comme j'ai été clown, après, j'ai eu plein de petits métiers. Mais quand je devais faire mes CV, j'en ai enlevé pas mal. De prof de tennis, en passant par lire des cartes, de joueur de cartes, parce que j'aimais bien les cartes. Ouais. Donc, j'ai fait beaucoup de métiers. J'ai travaillé à Europe 1 pendant 1 an. Bref, ça fait plein de petites choses, mais mes 2 grosses expériences, c'est une rencontre un peu, j'étais paysagiste, un peu fortuite avec Jérôme Sédou, qui venait de racheter le groupe Pathé. Donc, je suis rentré dans le groupe Pathé dans lequel j'ai passé 7 ans. Et puis après, l'opportunité, la chance, le courage m'ont fait entrer chez Allociné, dans lequel j'ai été un cadre modèle ou pas, un employé, puis un cadre. Et puis, au moment où la bulle a explosé, j'ai eu l'opportunité de racheter au groupe Vivendi la société Allociné, et que j'ai revendu quelques années plus tard à un fonds américain. Et vous êtes toujours aux commandes. Et je suis toujours aux commandes, plus que jamais, et toujours aussi passionné par cette expérience. Et l'anecdote, vous avez créé une entreprise dans les mêmes locaux qu'Allociné. C'est comme ça que vous avez… Oui, tout à fait. Donc c'est un retour sur les Champs-Élysées. Ouais. Et nous sommes maintenant effectivement quelques dizaines de mètres plus bas sur les Champs-Élysées, où Allociné était né. Et donc c'est un retour assez rigolo par rapport aux grosses entreprises qui vont plutôt maintenant vers la banlieue. Et Allociné, parce qu'il y a du cinéma dedans, bien on a eu une opportunité de nous retrouver dans ce qu'on appelle le triangle d'or. Ouais. C'est un peu pompeux, mais c'est important parce que c'est là que sont les clients. D'accord. Jean-Claude, on va passer à votre histoire qui est aussi assez incroyable. Donc, vous êtes un autodidacte, vous n'avez pas le bac. Non, comme je vous disais tout à l'heure, j'étais obligé de commencer à travailler avant 14 ans. Ouais. Je disais, c'est un peu du snobisme de dire que j'ai commencé à travailler le 1er juillet. Alors que j'ai eu 14 ans le 16 août. Ouais. Mais bon, j'étais d'une famille pauvre, un père malade du cancer des menuisiers, ma mère qui faisait les ménages, donc il fallait aller travailler. D'accord, donc pas le et choix. être nourri, logé pour alléger le budget de la famille. Quoi. Et donc, vous, apprenti boulanger au début, après un CAP charcuterie à 14 ans. Et puis après en province. Et puis après, j'ai monté à Paris comme ouvrier. Et puis la charcuterie n'était vraiment pas ma vocation. Ouais. C'est un milieu très spécifique, très dur. Et bien après, ça a été l'époque des petits boulots aussi, des petits boulots, livreur, vendeur en porte-à-porte et tout, avant de trouver ma voie. Et c'est vrai qu'en plus de ça, c'est surtout, on m'a obligé pratiquement à entreprendre, puisque à chaque fois, j'avais pas de diplôme. On me disait, oui, tu es un bon ouvrier, continue, mais bon, tu n'as pas les diplômes. Je sentais très bien que ce n'était pas la personne qui était… c'est le fait de ne pas… Ou alors peut-être que j'avais… des choses que je ne sais pas, que eux voyaient que moi je ne voyais pas, qui faisait que, eh bien, ils me considéraient comme un bon ouvrier, mais pas digne d'occuper des fonctions
de réflexion. Donc c'était en 1975, à ce moment-là, vous êtes chez Black & Decker, on vous refuse justement une promotion. Voilà, j'étais représentant chez Black & Decker, on me refuse la promotion, je dis, allez, il n'y a pas d'autre solution que de se mettre à son compte. À l'époque, c'était vraiment l'entrepreneuriat en 75, c'était vraiment pas à la mode, c'était pas à la mode, c'était mort aux patrons, les patrons, c'était avant la réhabilitation de l'entrepreneuriat qui est venu après, quoi. Maintenant, d'autres problèmes se dressent devant les entrepreneurs, mais le contexte social n'est plus aussi handicapant, quoi. Messieurs, vos parcours, comme on l'a dit, sont assez atypiques. Avec du recul, est-ce que cela a été un plus pour vous dans votre gestion de l'entreprise maintenant au jour le jour? Non, c'est quand même un moins. Moi, je n'encouragerai jamais quelqu'un à commencer sans les diplômes. Il y a une question d'un internaute. Thomas, qu'est-ce que vous conseillez à vos enfants, études, premier job, entreprendre? Ah ben là, moi je sais que, bon, naturellement, j'avais un garçon, moi je voyais qu'il était très sensible, il avait un très bon feeling avec les enfants. Moi, je voulais qu'il soit pédiatre, quoi. Mais comme il faisait du sport de haut niveau, il a préféré être ostéopathe. Mais ça fait rien après. Et puis, j'ai un autre garçon qui a fait des études pour création ou reprise d'entreprise. Il m'a dit, j'ai demandé s'il voulait venir travailler avec moi. Il a dit non, je veux créer mon entreprise. Donc, il a créé son entreprise dans un bon domaine, dans un domaine qui marchait bien, dans le vélo électrique. Il a créé l'entreprise avant qu'il y ait le Vélib à Paris. Et justement, tout le monde disait, mais il y a le Vélib. J'ai dit justement, parce que le Vélib arrive, c'est le moment, parce que ça va redonner aux gens le goût de faire du vélo dans Paris. C'est quand même, faire du vélo en Paris, c'est formidable. Oui, je confirme. Voilà, Grégoire, moi, c'est différent pour mes enfants, parce que j'ai un fils à la maternelle et une fille qui va rentrer au collège l'année prochaine. Donc, ils ont 5 et 10 ans, donc ils ne se posent pas ces questions. Ils vont à l'école. Il a beaucoup plus de chance que moi. Je les fais réviser, les deux, j'essaye. Je ne suis pas tout à fait au niveau. Et donc, mais je pense qu'il y a deux cas totalement différents. Là, on a un vrai entrepreneur qui a 14 ans, il se lance dans la vie. Enfin, j'imagine le parcours, c'est autre chose. Je ne me lance pas, je me lance pas, on me lance. Il est obligé, c'est exceptionnel. Moi, je suis un entrepreneur opportuniste. Enfin, je suis devenu entrepreneur parce que le destin ou une bonne idée a croisé mon chemin. Mais ce n'était pas une décision. Moi, je suis hyper bourgeois, je suis d'une famille bourgeoise. J'aurais dû être avocat comme mes oncles, mes frères, mes cousins, mes neveux, enfin tout le monde. Donc moi, je suis un opportuniste. Après, il se trouve que je suis aussi un entrepreneur maintenant et que j'ai eu d'autres cas d'entreprise dans ma vie. J'ai fait du bambou, des trucs comme ça. Mais je crois que les deux cas sont totalement différents. Mon voisin de gauche, c'est le vrai entrepreneur, parti de quasiment rien, d'un milieu très modeste et qui arrive à un empire à 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Moi, je suis un petit gars un petit filou qui a fait plein de petites choses et puis qui après, il se trouve que je suis aussi entrepreneur et que ma boîte est aussi une très jolie boîte. Mais ce sont deux parcours différents, même si on est tous les deux entrepreneurs aujourd'hui. Je rebondis sur une question, encore une fois, d'un internaute, Bob. Ces expériences vous ont-ils permis d'être différents des autres candidats formatés ESC École de Commerce? N'est-ce pas là votre valeur différenciante? Est-ce que le fait de ne pas avoir été formaté dès le début, ça vous permet de… Je pense que j'ai quand même une approche différente. Ouais. Bon, j'ai des collaborateurs qui ont des diplômes, mais j'ai une approche différente, c'est qu'on me dit, oui, vous occupez trop du détail. Et c'est vrai que maintenant, les entrepreneurs, on leur parle. C'est vrai qu'on oblige à faire un business plan, tout ça, mais je crois que j'ai quand même énormément le souci du détail, et ça, c'est le fait d'avoir créé la boîte dès le départ. Et on me dit, oui, mais c'est pas votre boulot, c'est pas votre boulot. J'ai dit, c'est pas mon boulot. C'est le travail de tout le monde. Le détail fait la différence. Donc, mais quand vous êtes nommé cadre, déjà, vous encadrez les gens, vous faites faire. Et le fait d'avoir commencé comme petit entrepreneur avec des moyens limités fait que c'est cette approche que j'ai toujours actuellement. Grégoire, vous disiez que vous n'étiez pas un spécialiste d'un domaine en particulier. C'est peut-être par flemme. C'est peut-être par flemme. Je crois que mes qualités, si j'en ai, c'est d'être un chef de village. D'ailleurs, je l'ai été dans une de mes vies. C'est d'être chef de village, de manager, de booster des gens, de faire en sorte qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Et donc, je ne suis moins bon que tous mes gars dans leur spécialité. Mon truc, c'est de faire l'amalgame de tout ça. Et je n'ai pas la pression, là encore, il y a entreprise et entreprise. Moi, je n'ai pas la pression d'une machine qui ouvre tous les jours, même si Internet est un vrai métier, très compliqué aussi. Mais ça n'a rien à voir.
C'est-à-dire que moi, je ne veux pas être un spécialiste. Je pense que tous les spécialistes se trouvent dans les pages jaunes. Un directeur financier, je l'ai dit à Jérôme Sédou à une époque, le patron de Pathé, un grand chef d'entreprise français, un directeur financier, un directeur des ressources humaines, ça se trouve dans les pages jaunes. En revanche, un type qui a une stratégie, qui a une idée, qui a une vision, ça, c'est pas dans les pages jaunes, on l'a ou on l'a pas. Vous êtes une éponge, vous avez dit. Ah, j'adore ça. Moi, j'essaie de prendre tout ce qu'on me dit. Et alors, souvent, dans nos comités exécutifs, tous les mercredis, je répète différemment ce qui m'a été dit pendant la semaine. Donc, je me balade dans toute la boîte et j'écoute ce qu'on me raconte, je l'absorbe et après, je le recrache avec ma vision. Encore une question d'un internaute. Qu'est-ce qui vous manque le plus comme connaissance théorique? Alors, c'est une question que je voulais aussi vous poser. Quand on est à la tête d'un empire comme vous l'êtes, j'imagine, comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on apprend sur le tas ou tout ce qui est gestion, marketing, etc. Un peu la même chose. Hein. Il y a moi en informatique, je ne suis pas. Ouais. Et pourtant, on utilise SAP et chacun sait ce que c'est que SAP. Ouais. Il vaut mieux laisser ça aux autres et même eux, ils ne savent même pas bien comment faire fonctionner. Est-ce que vous déléguez ou vous ne formez pas Je délègue naturellement. Si je ne déléguais pas, je serais tout seul, quoi. Forcément que je délègue, mais toujours en essayant, comme je disais, de faire en sorte que l'équipe fonctionne ensemble, quoi. De faire en sorte, et je crois que c'est la différence aussi dans une entreprise patrimoniale où c'est le patron qui est propriétaire, il n'y a pas de clan. Il n'y a pas de clan comme dans des entreprises de taille similaire où là, il y a le clan du DAF, le clan de la production, tout ça. Je fais très très attention à faire en sorte que tout le monde tire dans le même sens, quoi. Et je dis souvent que je suis la mouche du coche. Hein. Vous connaissez la fable de La Fontaine. Hein. On me dit, ah, vous êtes quand même plus qu'une mouche, vous êtes peut-être un bourdon, peut-être. Mais bon, c'est vrai que si je ne tire pas, au moins j'essaie de faire en sorte que tout le monde avance sur le même rythme. Moi, le seul syndrome des études, parce que j'en ai aucun de ne pas avoir fait d'études, la seule chose qui, je pense, me manque, si j'avais pu faire des études pour l'organisation de mon temps. C'est-à-dire, je ne sais pas organiser mon temps. Alors peut-être c'est parce que je ne sais pas l'organiser que j'arrive à avoir des idées, mais je travaille 12 heures par jour, mais en revanche, j'ai l'impression de ne travailler vraiment que 4 ou 5 heures par jour parce que je ne sais pas organiser mon temps. C'est le seul truc que je puisse regretter de ne pas avoir fait d'études. Je peux vous consoler quand même parce que moi j'ai été des cours du soir pour apprendre le recrutement et il y a des tempéraments différents. Et le fait celui qui est très bien organisé, c'est pas forcément entreprendre, c'est pas forcément la meilleure des qualités. C'est vrai aussi. Question, on rebondit encore sur la question des internautes. Saviez-vous que vous iriez aussi loin? Est-ce que vous aviez l'ambition quand vous êtes lancé? Moi, pas du tout. Pas du tout. Ça s'est fait un peu chemin faisant. Pas du tout. L'époque était différente. Jamais j'imaginais. C'était le moyen de prouver à l'époque, entreprendre, c'était plus le moyen de prouver mes capacités, que j'étais capable d'être autonome, tout ça, mais jamais je n'ai imaginé. Et même encore maintenant, c'est ce qui me fait que malgré tous les soucis, je les relativise parce que je me dis, j'ai quand même beaucoup de chance. Question spécifique, c'est pour Grégoire Lassalle. N'est-ce pas surprenant que le fonds américain qui vous a racheté ne vous ait pas remplacé par un manager surdiplômé? Non, il me remplacera. Il essaiera de me remplacer le jour où il voudra me virer. Le jour où il voudra me remplacer, les Américains font ça comme ça. Ça ne veut pas dire que ça marche, mais ils le font en 2 temps, 3 mouvements et j'ai aucun doute ni aucune inquiétude là-dessus. En revanche, il est à 10 000 km. La TNT, il ne sait pas ce que c'est. La DSL en France, ce n'est pas pareil qu'aux États-Unis. Donc je sais qu'il a des conseils. Il a les McKinsey et autres qui lui disent, qui lui rapportent ce qu'est Allociné, l'impression que les gens ont de moi, etc. Mais je sais qu'il peut me remplacer demain, mais je le sais. Mais en Amérique, les diplômes n'ont pas la même importance. Moi-même, j'ai été honoré, récompensé par les anciens d'Harvard. Et je leur disais, pourquoi Harvard? Moi, CAP de charcutier. Et moi, il me dit non, mais parce que nous, anciens d'Harvard, c'est l'entrepreneuriat et on sait que le mérite est plus important que les diplômes. Donc, pour les Américains, ils sont très, très rationnels. Tant que les résultats sont là, tant qu'ils ne vont pas remplacer un bon chef d'entreprise sans diplôme par un mauvais diplômé. C'est risqué, mais ça peut arriver.
Jean-Claude, au niveau de la gestion, du management de votre entreprise, j'ai vu que vous poussiez à embaucher aussi des profils un peu comme vous à l'époque, c'est-à-dire qui n'ont pas forcément Non, de diplôme, mais j'essaie de donner aussi la chance. Voilà, j'essaie de donner aussi la chance. Et c'est l'exemplarité, vous avez vu. Oui. J'essaie, je demande à mes collaborateurs d'être bien habillés, propres. J'essaie de faire aussi parce que le métier est différent. Vous avez raison. On est en contact avec le public, donc alors je sais que mon exemple, et je voyais, j'avais encore un apprenti avant-hier, je lui dis allez, accroche-toi, regarde, moi je m'en suis sorti, c'est un apprenti électricien qui venait, j'ai dit accroche-toi, ne te laisse pas aller, tu es capable, tu vas réussir, tout ça. Donc je sais que c'est difficile, mais au moins donnons un peu d'espoir à ceux qui n'en ont pas. Messieurs, on a intitulé cette émission « Toutes les voies mènent à l'entrepreneuriat ». Est-ce qu'avec du recul, là, vous pouvez nous dire qu'est-ce qui a fait que vous êtes devenu entrepreneur finalement? Est-ce que c'est la fibre entrepreneuriale qui était au fond de vous? Moi, pas du tout le milieu social, c'est l'obligation. Comme disait le professeur Monod, hasard ou nécessité, on n'a jamais su quelles étaient vraiment je pense que c'était la nécessité et le hasard qui ont fait les deux, quoi. Moi, je ne suis pas entrepreneur dans l'âme, je suis leader dans l'âme. Ça, j'ose le dire. J'adore le sport, et donc dès que j'étais pitchoun, j'ai malheureusement l'esprit de compète. Donc je l'ai eu quand j'avais 5 ans, 6 ans, 7 ans, 15 ans, 20 ans, quelle que soit l'activité, jouer aux cartes, aux billes ou faire du sport. Et donc cet esprit de compète, c'est d'être leader, de mener une troupe de copains, une troupe de clowns. Et à partir du moment où il y a eu l'opportunité de devenir chef d'entreprise, je suis devenu chef d'entreprise. Mais mon ADN, c'est plus d'être un leader, un meneur, une grande gueule, plutôt que après. Oui, mais je trouve qu'effectivement, les chefs d'entreprise qui ont ce tempérament, c'est vraiment plus important que les diplômes, c'est d'avoir cette qualité, de s'occuper, d'avoir les autres, d'aimer ses collaborateurs, aimer les gens. Les entraîner, les faire évoluer, tout ça. Je crois que pour l'entrepreneuriat, il ne faut pas être trop égoïste quand même. Il ne faut pas penser à l'argent. L'argent, ça doit être un résultat. Malheureusement, c'est une nécessité. Il faut en passer par là. Mais je pense que ça ne doit pas être la préoccupation première, parce que si c'est la préoccupation première, on est très déçu, à mon avis. Je suis d'accord. On va bientôt finir cette émission. Si certains internautes veulent encore poser leurs questions, c'est encore possible. Je voulais finir par une petite note humoristique avec vous, Grégoire. Vous aviez participé il y a quelques années à une campagne de communication, je suis un clown.com. On va d'ailleurs voir l'image qui va s'afficher où vous êtes en clown. Vous revenez à un retour aux sources, donc là c'est vous, déguisé en clown. Ça fait plaisir à mes enfants. Je suis un clown.com, donc ça cherchait à valoriser en fait l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette campagne? Moi, on en parlait tout à l'heure, il faut aimer les gens, j'aime les gens. Un clown, enfin un comédien, il aime les gens, et il aime le contact. Et donc, je pense dans mes affaires, j'ai pas de nez rouge, j'ai pas les cheveux longs comme ça se verrait. Mais voilà, c'est ma façon d'approcher et le business, et mes relations, et ma famille et tout, est ludique. Donc c'est pour ça que l'argent passe vraiment en second et je ne crache surtout pas dessus. Et je dis peut-être ça parce que je suis à l'abri. Mais mon approche est ludique. Donc ce côté retour au clown me plaît parce que toute ma vie, j'essaie en tous les cas, je ne sais même pas si c'est naturel, c'est ludique. C'est un jeu. Le matin à 8 h, c'est un jeu d'arriver au boulot, même si c'est compliqué. Tout est ludique. Mon week-end est ludique. Et voilà. Ma relation aux autres, même un contrat, même un deal, c'est ludique. Donc c'est bien ce qu'on disait avant de préparer cette émission, c'est que le parcours professionnel, il est… voilà. On n'est pas un sale con chef d'entreprise et un merveilleux mari à la maison. On est soit un sale con, soit un type pas bien, soit un type qui a des problèmes, soit un type qui est heureux, qui est optimiste. Je pense être dans cette catégorie-là, pas d'être un bon, mais optimiste. Et je le suis du matin jusqu'au matin, enfin toute la journée. Donc ça change rien. Et après, il se trouve qu'après, je dirige une entreprise, mais comme je participe à la vie de ma famille. D'accord. Dernière question, messieurs, d'actualité. La campagne présidentielle, c'est un internaute qui nous pose cette question. Un petit mot, vu des entrepreneurs, quel message qu'il faut pousser? Moi, je suis le dégât collatéral. On me dit que je suis le dégât collatéral. Les syndicats qui se sont emparés du cas Bricorama comme étendard pour la fermeture des magasins de dimanche. Et ça me donne énormément de soucis. Dans la vie de l'entreprise, j'ai rarement eu autant de soucis qu'actuellement avec ce problème, quoi. On me dit, mais on ne vous en veut pas à vous, les syndicats maison sont à 100% derrière l'entreprise parce que c'est l'intérêt
c'est l'intérêt général. Et on me dit, oui, d'être le délégué collatéral, ça n'arrange rien. J'espère simplement que nous allons trouver une solution pour l'entreprise, pour ses collaborateurs, quoi. Très bien. Voilà. On peut avoir un petit mot pour les présidents. Vous lancez votre, d'ailleurs, la chaîne télé, Allociné Télé. Aussi. On a lancé notre chaîne télé il y a 3 mois, elle ne fait pas de politique. Ouais. J'essaie de séparer les choses. En plus de nous, notre histoire à nous, c'est Adopi plutôt que la fermeture du dimanche. C'est pas plus anecdotique, c'est très important aussi. En tant que patron d'Allociné, je ne peux pas me prononcer parce que mes millions d'internautes, voilà, je reste neutre. Et pareil pour ma vie politique, pour mes points de vue politiques. Donc la boîte ne parle pas et ne prend pas la parole. Le personnage a envie que ça change. Très bien. Merci messieurs d'avoir répondu à nos internautes, d'avoir accepté notre invitation. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission sur l'entrepreneuriat dans 15 jours sur Décideur TV. Bon week-end, à bientôt.